Je suis tombée enceinte à 16 ans, mes parents m'ont renié. 20 ans plus tard, ils ont découvert que ma grand-mère m'avait laissé 1,6 million de dollars. Mes parents ont réapparu pour me poursuivre en justice afin de récupérer cet argent. Au tribunal, il affichait un sourire narquois. Jusqu'à ce que leur propre avocat me salue, « Bonjour, madame la juge. » Je n'aurais jamais pensé revoir mes parents. Pas après 20 ans de silence. Pas après être devenue mère à 16 ans. Et certainement pas après avoir construit le genre de vie qu'ils avaient juré que je ne mériterais jamais. Mais ils étaient là, debout dans l'allée du tribunal, chuchotant avec de petits sourires suffisants, comme si le destin avait enfin tourné en leur faveur. Ils croyaient m'avoir piégé. Ils croyaient que la loi allait me briser. Ils ne savaient pas qui j'étais devenu. Ils ne connaissaient pas le poids du marteau que je portais maintenant, et ils ne savaient absolument pas que leur propre avocat allait passer devant eux, s'arrêter devant moi et prononcer les mots qui allaient leur faire perdre toute couleur. « Bonjour, madame la juge. » Ce n'est qu'alors, dans ce moment suspendu et haletant, que mon histoire a vraiment commencé. Les gens supposent souvent que tout dans la vie d'un juge a été net et droit, comme une feuille de papier parfaitement lignée. Ils imaginent des décisions claires, des journées calmes, des années organisées. Ils n'imaginent pas le chaos, ni les nuits passées à pleurer dans un oreiller. Ils n'imaginent pas une jeune fille qui se tenait autrefois sur un porche froid, avec rien d'autre qu'un sac d'épicerie en plastique contenant quelques vêtements. Mais c'était moi, 16 ans, enceinte, seule. Et mes parents, Harold et Denise, étaient ceux qui m'avaient mise là. Je me souviens encore de la nuit où c'est arrivé, fin octobre, le genre de nuit où le vent sent déjà novembre, et le ciel a l'air lourd et vide. Ma mère était à la table de la cuisine, les bras croisés, les yeux vifs. Mon père arpentait derrière elle, comme s'il souhaitait que le sol s'ouvre et m'engloutisse. Ils n'ont pas crié. J'aurais presque préféré qu'ils le fassent. Crier signifie de l'émotion. Crier signifie que vous vous souciez suffisamment pour vous laisser perdre le contrôle. Ce qu'ils m'ont donné à la place était pire, une déception froide, sèche, le genre qui gèle une personne de l'intérieur. « Tu nous as embarrassés », a dit ma mère. « Tu as ruiné ton avenir », a ajouté mon père. « Alors tu partiras ce soir », a-t-elle terminé. Ils n'ont même pas prononcé le mot « enceinte », comme si refuser de le dire effacerait la réalité de la vie en moi. Je me souviens d'avoir regardé mes mains, pensant à quel point il était étrange que les mêmes mains puissent tenir un stylo à l'école ce matin-là, et maintenant porter le poids d'une décision qui n'était même pas la mienne. Je n'avais nulle part où aller, sauf le seul endroit qui avait toujours été un refuge, la maison de ma grand-mère. Grand-mère Margaret, veuve depuis près de 2 décennies. La femme qui cuisinait des tartes pour chaque événement de l'église, même quand elle ne pouvait plus goûter le sucre. La femme qui tenait un petit stand de légumes au bord de sa propriété parce que, parler aux gens me maintient en vie plus longtemps. Une femme qui pouvait tout pardonner, sauf la cruauté. Quand elle a ouvert la porte cette nuit-là, je n'ai même pas parlé. Je suis juste resté là, frissonnant, tenant ce ridicule sac en plastique. Elle m'a regardé une demi-seconde et je jure qu'elle a tout su. Ses yeux se sont adoucis et elle s'est écartée. « Entre, ma petite » a-t-elle murmuré. Pas de jugement, pas de sermon, juste de la chaleur. Je me suis effondré dans ses bras. Elle m'a tenu comme si elle avait attendu toute ma vie pour me rattraper. Elle m'a installé dans la chambre d'amis, drap propre, une petite lampe près de la fenêtre, une courte pointe que sa propre mère avait cousue à la main. Elle m'a apporté du thé, s'est assise sur le bord du lit et a dit les premiers mots gentils que j'avais entendus de la nuit. « Tu n'es pas seul. Tant que je respire. » Pour la première fois depuis que j'avais vu cette ligne rose sur le test, j'ai ressenti autre chose que de la peur. Je me suis senti en sécurité. À l'école, je suis devenue la fille dont tout le monde chuchotait, la fille enceinte, celle dont les parents l'ont mise à la porte. Le jugement du lycée est vif, mais temporaire. Le jugement qui blesse le plus profondément est celui de son propre sang. Celui qui reste sous la peau, peu importe l'âge. Grand-mère a rendu tout supportable. Elle me conduisait au rendez-vous chez le médecin dans son vieux camion Chevy à la peinture bleue écaillée. Elle me faisait des flocons d'avoine tous les matins, même quand j'insistais que je n'avais pas faim. Elle me disait que j'étais forte, bien avant que je le croie. « Tu t'en sortiras », disait-elle souvent. « Tu es plus forte que tu ne le sais. » Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour ce dont j'avais besoin. Vêtements de maternité, vitamines, fournitures pour bébé.
Elle découpait des coupons comme si c'était un second emploi. Elle économisait chaque centime de son stand de légumes. Avec le recul, je pense qu'elle a commencé à économiser pour moi bien avant d'en parler à qui que ce soit. Au cours des derniers mois de ma grossesse, elle s'asseyait avec moi sur la balançoire du Porsche. Nous regardions les voitures passer sur la route de campagne, les phares brillant à travers les grands érables. « Que veux-tu de la vie ?» demandait-elle. Je ne savais pas comment répondre. Mon monde était petit, couche, visite chez le médecin, traverser une journée à la fois. Je veux juste donner à mon bébé quelque chose de mieux que ce que j'ai eu, ai-je finalement dit. Elle m'a serré la main. Et tu le feras. Quand j'ai commencé à accoucher, grand-mère a pratiquement couru dans le hall de l'hôpital, agitant son sac à main comme un drapeau. Les infirmières souriaient. Elle l'aimait. Tout le monde l'aimait. Et quand mon fils a finalement été placé dans mes bras, minuscule, chaud, sentant un nouveau départ, j'ai pleuré d'une manière qui ressemblait à une purification. Grand-mère a pleuré aussi. « Tu l'as fait, ma petite » a-t-elle murmuré. « Tu es une mère maintenant. » À ce moment-là, je n'étais pas la fille que mes parents avaient abandonnée. Je n'étais pas l'erreur qu'ils avaient dit que j'avais faite. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait un but, quelqu'un qui avait un avenir, bien que je ne savais pas encore à quel point je devrais me battre pour cela. Mais cette nuit-là, tenant mon fils près de moi, je me suis fait une promesse. Je construirai une vie. Je construirai un avenir. Et un jour, je m'assurerai que personne, pas même mes parents, ne pourrait plus jamais me faire sentir insignifiante. Les gens imaginent souvent que devenir mère à 16 ans signifie que votre vie s'arrête. Mais la mienne ne s'est pas arrêtée du tout. Elle est juste devenue plus lourde, comme si j'étais soudainement responsable de 2 futurs au lieu d'un seul. Mon fils Jacob avait besoin de tout, de repas, de couches, de visites chez le médecin, de chaleur, d'amour et de stabilité. Grand-mère nous a donné un toit, mais le reste dépendait de moi. Ces premiers mois ont été un tourbillon de nuits blanches et de détermination. Je me souviens d'être assise à la table de la cuisine à 2 heures du matin, berçant Jacob d'une main tout en faisant mes devoirs d'algèbre de l'autre. Grand-mère entrait, traînant dans sa vieille robe de flanelle, faisant semblant de s'être juste réveillée, et elle le prenait doucement de mes bras. « Finis ton travail » disait-elle. On ne construit pas un avenir en abandonnant. Ce n'était pas seulement un encouragement, c'était une attente. Elle croyait en moi avec ferveur, et je ne voulais pas la décevoir. J'ai terminé le lycée grâce à un programme alternatif qui me permettait d'étudier tout en prenant soin d'un nouveau-né. Quand j'ai traversé la Seine le printemps suivant, Jacob était sur les genoux de grand-mère, portant un petit nœud papillon bleu. Mes parents ne sont pas venus. Je me suis dit que je m'en fichais. Mais quand j'ai vu d'autres enfants serrer leurs parents dans leurs bras, quelque chose en moi s'est affaissé comme une vieille rampe de Porsche. Pourtant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu grand-mère m'envoyer un baiser, la fierté brillant d'elle comme un rayon de soleil. Après la remise des diplômes, j'ai pris un emploi à l'épicerie locale, emballant des articles, poussant des chariots sous la chaleur, rangeant les étagères tard dans la nuit. Le travail acharné ne m'effrayait pas. Ce qui m'effrayait, c'était l'idée de rester immobile. Chaque fois que je pointais, je me murmurais la même promesse, ce n'est pas pour toujours. Mais l'argent était serré. Serré de la manière qui vous fait calculer les kilomètres d'essence, couper les boîtes de céréales en 2 pour faire durer le contenu plus longtemps et prier pour que rien ne casse. Certaines nuits, je m'allongeais dans mon lit et j'entendais grand-mère tousser doucement à travers le mur. Un rappel qu'elle n'était pas jeune, que son temps était limité, et que je ne pouvais pas compter sur elle pour toujours. Le tournant est arrivé un après-midi lorsqu'un entrepreneur a essayé de l'arnaquer. Il a affirmé que son toit avait besoin de réparations urgentes et a essayé de lui faire payer des milliers de dollars d'avance. J'ai regardé grand-mère redresser le dos, plisser les yeux, et dire « Jeune homme, je ne suis pas né d'hier. » Mais il ne voulait pas céder. Je suis intervenue, calme, ferme et étonnamment confiante. « Monsieur, nous ne signerons rien. Si vous ne partez pas, j'appellerai le shérif. » Il est parti plus vite qu'un chat sur un poêle brûlant. Grand-mère m'a regardé ensuite, impressionnée. « As-tu déjà pensé au droit » a-t-elle demandé. Le droit, moi, une fille qui se cachait autrefois dans la salle de bain de l'école pour pleurer parce que quelqu'un avait écrit « ruiné » sur mon casier. Mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Le droit n'était pas seulement une question de règles.
C'était une question de protection des gens comme grand-mère, des gens comme moi, des gens qui n'avaient personne pour les défendre. Alors, je me suis inscrite à l'université communautaire. J'étudiais pendant les siestes de Jacob, refaisais des études de cas en remuant la sauce spaghetti, et écoutais des conférences avec des écouteurs bon marché en pliant le linge. Chaque tâche ressemblait à la sculpture d'un petit morceau d'un nouvel avenir. L'argent était toujours serré, alors j'ai pris un deuxième emploi de nettoyage de bureau après les heures. Je portais Jacob en porte-bébé pendant que j'aspirais et vidais les poubelles. Parfois, il s'endormait contre ma poitrine au son du ronronnement de l'aspirateur. J'embrassais le dessus de sa tête et murmurais, « Un jour, tu comprendras pourquoi maman travaille si dur. » Quand j'ai finalement été transféré dans une université d'État pour mon baccalauréat, Jacob commençait la maternelle. Il ramenait des dessins de maisons et de bonshommes et disait fièrement, « C'est moi, maman et grand-mère. » Nous n'avons jamais parlé de mes parents, pas encore. Mais je me suis parfois demandé comment ils vivaient, sachant que leur petit-fils existait quelque part. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à la faculté de droit, grand-mère l'a tenue comme si c'était un trésor fragile. « Ma petite, tu vas changer des vies », a-t-elle murmuré. La faculté de droit était épuisante. 3 ans de lecture jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, d'études tard le soir avec du café bon marché et de pratique des arguments devant le miroir de la salle de bain. Je n'étais pas la plus jeune de ma classe, mais j'étais la plus déterminée parce que l'échec n'était pas une option. Je n'avais pas le luxe d'abandonner. J'ai passé l'examen du barreau avec des mains tremblantes, terrifié à l'idée de décevoir tout le monde. Quand les résultats sont arrivés et que j'ai vu mon nom sur la liste des reçus, je me suis agenouillé dans le salon et j'ai sangloté. Grand-mère m'a serré dans ses bras, me berçant comme elle l'avait fait la nuit où j'étais arrivé à sa porte. « Tu l'as fait » a-t-elle dit à travers ses larmes. Ma fille l'a fait. Mes premières années en tant que défenseur public m'ont appris tout ce que la faculté de droit n'avait pas fait. Comment parler à des gens qui n'avaient plus rien à perdre? Comment garder le cœur tendre et l'esprit aiguisé? Comment mener des batailles qui ne se terminaient pas toujours par une victoire? J'ai appris que le système était imparfait, mais pas désespéré. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, était un carburant. À mesure que Jacob grandissait, notre vie s'est lentement stabilisée. Nous avons économisé un peu. Nous avons réparé ce qui était cassé. Nous avons acheté une voiture d'occasion qui ne calait pas au feu rouge. Des choses simples, mais elles semblaient luxueuses après des années de difficultés. Puis, au début de la trentaine, j'ai été nommé procureur adjointe. Grand-mère a fait une tarte aux pommes pour fêter ça. Jacob, maintenant adolescent, a levé les yeux au ciel, mais m'a quand même serré dans ses bras. La vie semblait stable, sûre, pleine. Mais la vie a une façon de changer sans prévenir. Un après-midi, grand-mère s'est évanouie dans son jardin. Jacob l'a trouvée allongée près de ses plants de tomates, de la terre sur les paumes, un air paisible sur le visage. Les médecins ont dit que c'était son cœur. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais elle était âgée, et parfois les corps décident simplement qu'ils en ont assez porté. À l'hôpital, elle m'a pris la main et m'a dit, « Tu m'as donné 20 ans de plus, ma petite. Ne te chagrine pas trop. » J'ai pleuré à son chevet comme une enfant, même si j'étais une femme adulte avec une carrière, une maison et un fils à moi. La perdre, c'était comme perdre le fondement de toute mon existence. Elle s'est éteinte paisiblement 2 nuits plus tard. J'ai cru que le plus difficile était de dire au revoir. Je ne savais pas que le vrai choc était encore à venir, quelque chose qui allait changer tout ce que je croyais de mon avenir. Dans les jours qui ont suivi le décès de grand-mère, la maison est devenue insupportablement silencieuse, trop calme, comme si même les murs étaient en deuil. Je m'attendais à entendre le frottement de ses pantoufles sur le plancher en bois, ou le doux craquement de son fauteuil préféré dans le coin. Mais chaque fois que je traversais les pièces, tout ce que j'entendais, c'était le bourdonnement vide du silence, le genre qui vous serre les côtes. Jacob a essayé de faire preuve de force, mais le chagrin pèse lourdement sur une maison. Il restait dans l'embrasure de sa chambre, fixant ses courtes pointes soigneusement pliées, les photos encadrées des repas de l'église, la petite collection d'oiseaux en porcelaine qu'elle gardait sur sa commode. « Ça ne me semble pas normal », a-t-il dit un jour. Elle a toujours été là. Je sais, ai-je murmuré, en le serrant dans mes bras. Nous nous en sortirons. Les funérailles étaient simples, exactement comme elle le voulait. Une petite église, une petite chorale, des hymnes qu'elle aimait.
Des membres de la communauté sont venus, des fermiers, des retraités, d'anciens clients de son stand de légumes, des femmes de son cercle de couture. Ils ont partagé des histoires que je n'avais jamais entendues, des histoires de gentillesse dont elle ne se vantait jamais. Ta grand-mère m'a donné des courses un jour où mon mari a perdu son travail, m'a dit une femme, les yeux brillants. Elle a réparé ma clôture elle-même après une tempête. Un homme plus âgé a dit, elle m'a prêté de l'argent quand j'étais malade. Un autre a murmuré. À chaque souvenir partagé, j'ai réalisé que grand-mère n'avait pas seulement porté moi, mais des pans entiers de notre ville, discrètement, sur son dos. Elle n'a jamais voulu d'applaudissements. Elle a juste fait ce qui était juste. Après le service, le petit avocat de la ville, Monsieur Whittaker, m'a demandé de passer à son bureau quelques jours plus tard. Son ton était doux, presque hésitant, ce qui m'a rendu nerveuse, mais j'ai supposé qu'il s'agissait de la paperasse habituelle après le décès de quelqu'un, compte, actif, résiliation des services publics, dépôts successoraux, le côté peu glamour de la perte. 2 jours plus tard, je me suis rendu à son bureau sur Main Street. C'était un étroit bâtiment en briques coincé entre le barbier et une boulangerie qui sentait encore les petits pains à la cannelle même l'après-midi. La salle d'attente avait des chaises dépareillées et des magazines fanés d'il y a 5 ans, le genre d'endroit où le temps lui-même semblait avoir ralenti. Whittaker m'a fait entrer. Il avait la soixantaine, les cheveux gris, des lunettes qui glissaient sur son nez chaque fois qu'il parlait. Son bureau était encombré de piles de papier, d'une lampe de banquier verte et d'une photo de ses petits-enfants en costume d'Halloween. « Merci d'être venu », a-t-il dit doucement en fermant la porte. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » J'ai pris la chaise en face de lui. Mes paumes étaient froides, il pouvait le sentir. « Je sais que c'est un moment difficile », a-t-il commencé doucement, mais Margaret, votre grand-mère, a été très minutieuse dans sa planification. Elle a laissé un testament et quelques instructions. J'ai hoché la tête, me préparant. Il a sorti un dossier de son bureau, l'a ouvert et a ajusté ses lunettes. Votre grand-mère vous a nommé sa seule bénéficiaire. J'ai cligné des yeux, confuse. Cela a du sens. Elle n'avait pas grand-chose. Ses yeux se sont adoucis. En fait, si. Un étrange silence a rempli la pièce. J'ai dégluti. Que voulez-vous dire? Il a retourné le dossier, me montrant des papiers, des documents légaux, des registres de vente de propriété, des états financiers, des registres bancaires. Des chiffres nageaient devant mes yeux. Il y a plusieurs années, a-t-il dit, une société de développement a acheté une partie de ses terres agricoles, les acres boisés derrière sa maison. Je connaissais le terrain, mais j'avais toujours supposé qu'il n'avait que peu de valeur, juste des arbres, des sentiers, de vieilles clôtures, et la grange abandonnée dans laquelle je jouais enfant. Elle a vendu le terrain discrètement, a poursuivi Whittaker. Elle n'en a pas dépensé un sou. Elle a insisté pour que l'argent soit gardé en sécurité pour la jeune fille qui aurait besoin d'un nouveau départ un jour. Ma gorge s'est serrée. Combien, ai-je murmuré. Il s'est raclé la gorge. Après la vente du terrain, les investissements et les intérêts créditeurs, le total est d'environ 1,6 million de dollars. Le chiffre m'a frappé comme une force physique, nette, vertigineuse. J'ai serré la coudoir, certaine d'avoir mal entendu. 1,6 million, ai-je répété. Il a hoché la tête doucement. Je sais que c'est accablant. Elle a tout planifié très soigneusement. Elle voulait s'assurer que vous et votre fils ayez la sécurité, la stabilité, un avenir qu'elle croyait que vous méritiez. J'ai couvert mon visage des 2 mains, mes épaules tremblant. Ce n'était pas de la joie. C'était du chagrin enveloppé de gratitude, douloureux comme seul un amour profond peut l'être. Grand-mère avait vécu frugalement, découpant des coupons, portant le même manteau d'hiver pendant des années, juste pour pouvoir me laisser quelque chose dont elle n'avait elle-même jamais profité. La pièce s'est brouillée à travers les larmes. J'aurais aimé qu'elle me le dise, ai-je murmuré. Elle a dit que vous insisteriez pour qu'elle le dépense pour elle-même, a-t-il répondu. Et elle voulait que vous vous débrouilliez d'abord. Cela lui ressemblait exactement. Les semaines suivantes furent un tourbillon de documents juridiques, de transferts de comptes et de moments calmes où je me surprenais à regarder sa chaise vide, souhaitant pouvoir lui dire à quel point cela comptait. Je ne me suis pas précipité pour dépenser l'argent. Au lieu de cela, j'ai créé un petit fonds de bourse pour les mères adolescentes qui essayaient de terminer leurs études.
J'ai fait des dons au bureau d'aide juridique locaux qui nous avaient autrefois aidés, et j'ai économisé le reste, avec soin, déterminé à ne pas gaspiller un cadeau si lourd de sens. Dans mon chagrin, j'ai presque oublié qu'il y avait des gens autres que grand-mère qui portaient encore son nom, Harold et Denise. Mes parents, ceux qui m'avaient effacé de leur vie 20 ans plus tôt. Ils ont découvert l'héritage avant que je ne sois prête à entendre leur voix à nouveau. Cela a commencé par un message vocal. Je marchais dans le couloir du palais de justice, des dossiers sous le bras, mes talons claquants, quand mon téléphone a vibré. « Allô, c'est ton père. » J'ai figé. J'ai entendu parler du testament de Margaret. On devrait parler. Puis la voix de ma mère, sèche, répétait. Rappelle-nous. C'est important. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas rappelé. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée. Une écriture soignée, un ton formel. Nous pensons que l'héritage nous revenait de droit. Nous attendons qu'une partie soit transférée. Nous intenterons une action en justice si nécessaire. Une action en justice. Il voulait l'argent. Pas d'excuses. Aucune reconnaissance des années où il m'avait abandonné. Mes mains tremblaient en tenant le papier. Je n'avais pas entendu leur voix depuis 2 décennies, et maintenant ils réclamaient une fortune laissée par la femme qui m'avait sauvé la vie. Mais ce qu'il y a avec la vie, c'est que les tempêtes viennent rarement seules. Une semaine plus tard, alors que j'entrais dans mon allée, j'ai vu leur voiture garée devant. Ils étaient de retour. Pas pour moi, pas pour Jacob, pas pour la réconciliation. Ils étaient revenus pour 1,6 million, le dernier cadeau de la femme qui m'avait tout donné. Quand je suis sorti de ma voiture et que j'ai vu mes parents debout sur ma pelouse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une vieille tension familière dans ma poitrine, comme si j'avais 16 ans à nouveau et que je me préparais au prochain coup. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres derrière eux, les faisant paraître plus grands, plus nets, presque comme des fantômes d'une enfance que j'avais essayé d'enterrer. Mon père fut le premier à parler. « Nous devons parler, » dit-il, sa voix plate, comme si les 20 dernières années n'étaient rien de plus qu'une pause dans une conversation. Je ne les ai pas invités à entrer. Au lieu de cela, j'ai gardé une main sur la porte de ma voiture, prête à la fermer si besoin était. À propos de quoi? Ma mère serrait son sac à main contre sa poitrine, de la même manière qu'elle s'accrochait à ses jugements. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Alors je vais vous faire gagner du temps, ai-je dit. La réponse est non. Ses lèvres se sont amincies, comme elle le faisait toujours quand quelque chose n'allait pas dans son sens. Il ne s'agit pas seulement de toi. Cette terre appartenait à notre famille. Et grand-mère a choisi de me la laisser, ai-je répondu. Mon père s'avança, sa mâchoire se serrant. Elle n'allait pas bien. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'était un mensonge, et il le savait. Grand-mère avait été plus lucide à 72 ans que la plupart des gens à 50 ans. Son esprit avait été clair jusqu'à la fin, plus clair même que son sens de la décence. J'ai gardé ma voix stable. Elle a planifié son testament avec soin. Elle a pris ses décisions bien avant de tomber malade. Ma mère a ricané. Elle t'a manipulé. Elle t'a toujours gâté. L'accusation a frappé comme un coup de vent froid, mais au lieu de me recroqueviller, je me suis redressé. Elle m'aimait. C'est différent. Les yeux de mon père se sont durcis. Nous ne partons pas sans discussion. Alors vous resterez là un moment, ai-je dit. Je suis passé devant eux et suis entré, fermant la porte avant qu'aucun d'eux ne puisse protester. Mes mains tremblaient en la verrouillant. Même après toutes ces années, leur présence pouvait me secouer. Mais la différence maintenant, c'est que je n'étais pas impuissante. 2 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée par courrier recommandé. Une plainte déposée par mes propres parents. Requête en distribution des biens successoraux. Ils me poursuivaient pour l'héritage, les 1,6 million de dollars. Je me suis assise à ma table de cuisine, la même table où grand-mère coupait les pommes pour la tarte, et j'ai laissé le poids du papier s'enfoncer. Jacob me regardait de l'autre côté de la pièce. L'inquiétude assombrissait ses traits. « Maman » a-t-il demandé. « Qu'est-ce que c'est » J'ai fait glisser les papiers vers lui. Ses yeux se sont agrandis en lisant. « Ils ne peuvent pas faire ça. Ils t'ont abandonné. » « Je sais » ai-je dit doucement. « Alors quoi maintenant »
J'ai expiré lentement. Maintenant, nous nous battons. Les semaines suivantes furent un tourbillon de dépôts légaux, de consultations et de réunions inconfortables dans les salles de conférence du tribunal. Je ne pouvais pas me représenter moi-même. Cela aurait été un conflit d'intérêts. Mais j'ai trouvé une avocate en qui j'avais confiance, une femme nommée Rachel DS. Intelligente, stable et directe. Elle a examiné le dossier et a levé un sourcil. Ils n'ont aucune chance, a-t-elle dit. Le testament est inattaquable. Votre grand-mère a tout fait dans les règles. Cela ne les arrêtera pas, ai-je dit. Non, a reconnu Rachel. Mais la vérité le fera. Elle n'avait pas tort. Mais la vérité n'arrête pas les gens animés par la colère, la fierté ou la cupidité. Et mes parents avaient les trois. Partout où j'allais en ville, les gens chuchotaient. Certains me plaignaient. Certains secouaient la tête en pensant à mes parents. Certains faisaient semblant de ne rien savoir, même si dans les petites villes, les nouvelles voyagent plus vite que le vent. Un après-midi, alors que j'attendais dans la file à l'épicerie, une femme a fait quelques pas hésitants vers moi. « Je suis désolé de ce que vous traversez », a-t-elle murmuré. J'ai forcé un sourire. « Merci. » Elle s'est penchée plus près. « Tout le monde sait que Margaret voulait le meilleur pour vous. Elle serait fière. » Ces mots m'ont réconforté d'une manière inattendue. La fierté, l'amour, c'étaient les choses que grand-mère m'avait laissées bien avant l'argent. Un mois plus tard, la date du procès arriva. Le parking du tribunal était presque plein. Des gens de la ville étaient venus regarder, non par cruauté, mais parce que les petites communautés sont tissées d'histoires, et celle-ci était devenue plus grande que n'importe laquelle d'entre nous. Je suis monté les marches dans un simple tailleur bleu marine, mes cheveux soigneusement attachés. Rachel marchait à côté de moi, portant sa mallette comme un bouclier. Mes parents se tenaient près de l'entrée avec leur avocat, un homme grand et élégant nommé Richard Hall. Il avait l'air de quelqu'un qui jouait au golf le week-end et facturait à la minute. Ils ont souri en me voyant, une confiance suffisante rayonnant de leur posture. Maman s'est penchée vers papa et a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient gagner. La vue ne m'a pas mise en colère. Elle m'a juste rendu triste. Triste que 20 ans ne les ait pas adoucis. Pas même un peu. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de bavardage. Les bancs en bois craquaient. L'air sentait légèrement le vieux papier et le polish au citron. Quand je me suis assise, j'ai senti des regards sur moi, certains compatissants, certains curieux, certains stupéfaits de voir la fille qu'ils avaient autrefois honteuse, maintenant assise, calme et posée. Alors que nous attendions l'entrée du juge, j'ai gardé ma respiration stable. Rachel a murmuré, « Tu es prête ? » Il faut l'être. Le huissier s'est avancé. Tout le monde se lève. Le juge, un autre de mes collègues, mais pas un proche, a pris place sur le banc. Mes parents ont échangé des regards, toujours complètement inconscients du changement qui était sur le point de se produire. Puis la porte du couloir latéral s'est rouverte. Leur avocat est entré dans la salle d'audience. Richard Hall, démarche assurée, mallette en cuir, pince à cravate argentée captant la lumière du plafond. Mes parents se sont redressés, souriant fièrement, s'attendant à ce qu'il les salue avec la chaleur d'un allié. Au lieu de cela, il est passé juste devant eux. Il s'est arrêté devant moi. Il a hoché la tête respectueusement, profondément, presque avec révérence. Et puis il a dit d'une voix claire et ferme qui a résonné dans la salle d'audience silencieuse, « Bonjour, Madame la juge. » Mes parents ont figé. La couleur a d'abord quitté le visage de ma mère, puis celui de mon père. Leurs yeux se sont écarquillés, la confusion se transformant en panique, comme s'ils venaient juste de réaliser la vérité. La fille qu'ils avaient abandonnée. La fille qu'ils essayaient de voler. La fille qu'ils croyaient inférieure à eux était la juge à qui leur propre avocat répondait. En ce seul instant, le sol s'est dérobé sous leurs pieds, et ils le savaient. Pendant un long moment, la salle d'audience est restée figée, comme si l'air lui-même ne pouvait pas décider quoi faire ensuite. Même la lumière du plafond semblait ronronner plus fort. Je suis resté complètement immobile, non par fierté, non par triomphe, mais parce que toutes les émotions que je ressentais s'entrechoquaient. Soulagement, chagrin, incrédulité, et quelque chose de plus profond, un étrange sentiment de clôture auquel je ne m'attendais pas. Ce sont les visages de mes parents que je n'oublierai jamais.
La main de ma mère tremblait alors qu'elle serrait son sac à main, les jointures blanches. Mon père clignait rapidement des yeux, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement comme s'il voulait s'opposer à la réalité elle-même. Ils étaient entrés dans cette salle d'audience en croyant que j'étais la personne la plus faible ici. Au lieu de cela, ils découvraient que j'avais passé 20 ans à devenir quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que je pourrais être. Rachel s'est penchée, murmurant « Tu vas bien ?» « Oui », ai-je dit doucement. « Je vais bien. » Richard Hall, l'avocat de mes parents, a redressé sa cravate d'un mouvement raide, presque embarrassé. Ce n'était pas facile pour un homme comme lui de montrer de la déférence envers quelqu'un de moitié son âge, mais il l'a fait sans hésitation parce que le banc exigeait du respect, quelles que soient les relations personnelles. Mes parents ont échangé des regards frénétiques avec lui, essayant de lui faire signe de venir, mais il les a ignorés pour le moment. Au lieu de cela, il a pris place à leur table, s'est raclé la gorge et a offert un hochement de tête poli au juge-président. Le juge a ajusté ses lunettes, a jeté un coup d'œil entre nous et a dit calmement « Allons-nous procéder ?» Et juste comme ça, la pièce a expiré, et l'audience a commencé. L'avocat de mes parents a commencé fort, du moins sur le papier. Il a fait valoir que ma grand-mère avait été indûment influencée, que sa capacité mentale avait été compromise, que je l'avais d'une manière ou d'une autre manipulée pour modifier sa succession. Mais la rhétorique ne peut vous mener que si loin. Les preuves ont du poids, et les preuves n'étaient pas de leur côté. Rachel a commencé par exposer calmement la chronologie, chaque évaluation médicale montrant la clarté mentale de grand-mère, chaque document signé avec des témoins présents, chaque état financier géré par des voies légitimes. Elle a montré les reçus de la vente du terrain de grand-mère, ses investissements, ses déclarations fiscales, tout organisé, cohérent, structuré, exactement comme grand-mère avait vécu sa vie. Elle n'était pas confuse, a dit Rachel. Elle était délibérée. J'ai senti ma gorge se serrer. Délibérée. Oui, c'était grand-mère. Rachel a poursuivi. De plus, votre honneur, les pétitionnaires, M et Madame Dawson, n'ont eu aucun contact avec la testatrice pendant plus de 20 ans. Mon père s'est agité. Ma mère s'est redressée avec une dignité forcée. Rachel a ouvert un dossier. Voici les dossiers scolaires, les formulaires médicaux et les déclarations d'anciens enseignants, vérifiant que l'intimé, elle m'a désigné du doigt, a été abandonnée par ses 2 parents à l'âge de 16 ans, enceinte et sans ressources. Un léger frémissement a parcouru la salle d'audience. Les gens connaissaient des bribes de l'histoire, mais l'entendre officiellement sous serment était différent. Ma mère m'a jeté un regard aigu et accusateur, comme si je l'avais dénoncé, comme une enfant révélant un vase cassé. Elle s'est penchée vers son avocat, lui sifflant quelque chose. Il n'a pas réagi. Il s'est contenté de se frotter le front, comme s'il se demandait comment il s'était retrouvé dans ce pétrin. Rachel a continué, d'une voix ferme et inébranlable. Il n'y a eu aucune tentative de réconciliation, aucun soutien financier, aucune communication, rien d'autre que le silence. Le juge hocha lentement la tête, prenant des notes. Puis Rachel posa un dernier document sur la table. Ceci est une lettre manuscrite de Margaret Dawson à son avocat spécialisé en succession, M. Whittaker. Elle y exprime son intention de tout laisser à sa petite-fille. Elle y déclare explicitement, elle a gagné une vie qu'ils ont tenté de lui refuser. Un silence tomba sur la salle d'audience. Même le juge resta immobile. Pendant ce temps, mes parents restaient raides, leurs expressions se pliant en quelque chose de fragile, comme de la glace fine se fissurant sur un étang. Lorsque mon père prit enfin la barre, il tenta de reprendre pied. « Je ne l'ai pas abandonnée, dit-il. Elle est partie. Elle est partie parce que vous l'avez mise dehors, rétorqua Rachel. Il déglutit, les yeux se posant sur moi. Nous étions dépassés. Elle était trop jeune. C'était embarrassant. Mais nous pensions qu'elle apprendrait une leçon. Une leçon ? Cette vieille douleur familière me serra les côtes. Rachel n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Et quelle leçon était-elle censée apprendre en étant sans abri à 16 ans ? La mâchoire de mon père se serra. Elle a fait des choix. Vous aussi, dit Rachel doucement. Il se tut. Quand ma mère prit la barre, elle essaya une tactique différente. Les larmes. Sa voix tremblait. Elle tordait un mouchoir dans ses mains. J'aimais ma fille, insista-t-elle. Je l'aime toujours. Rachel haussa un sourcil.
Et en ses 20 ans, combien de fois l'avez-vous appelé pour son anniversaire? Ma mère essuya ses yeux. Aucune. Des diplômes? Aucun. Avez-vous rencontré votre petit-fils? Plus de larmes? Non. Avez-vous envoyé une carte, une lettre, quoi que ce soit? Elle secoua la tête. Madame Dawson, diriez-vous que ce sont les actions de parents aimants? Ma mère fixa ses mains. Son silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Au moment où les deux parties eurent terminé de présenter, la vérité était à nu dans la salle d'audience comme un parchemin déroulé. Pas de théâtre, pas de cris, juste l'effet froid et constant de qui nous étions tous. Mes parents n'étaient pas des méchants, pas au sens des grands livres d'histoire, mais ils étaient imparfaits, orgueilleux, têtus et honteux. Et parfois, cette combinaison crée sa propre forme de cruauté. Lorsque les plaidoiries finales furent terminées, le juge se pencha en arrière, son expression grave, mais calme. Ce n'est pas une affaire serrée, a-t-il dit. Les preuves confirment de manière écrasante la validité du testament du défunt. Margaret Dawson a agi de manière indépendante et en pleine capacité. Ses intentions étaient claires. Il n'existe aucune base légale pour attribuer une quelconque partie de la succession au pétitionnaire. Mes parents se sont rédifiés. Il est donc la décision de ce tribunal. Il a poursuivi, que la requête en distribution est rejetée en totalité. Refusé, un seul mot, mais il a résonné comme un coup de marteau dans toute la pièce. Ma mère a haleté doucement, couvrant sa bouche. Les épaules de mon père se sont affaissées, comme si une vie de regrets inexprimés était soudainement devenue plus lourde. Leur avocat a lentement fermé sa mallette, presque doucement, comme s'il manipulait du verre fragile. Rachel m'a touché le bras. C'est fini. Mais ça ne semblait pas fini. Pas encore. Parce que gagner n'est pas la même chose que la clôture. Gagner ne rature pas des années d'abandon. Gagner ne guérit pas la fille de 16 ans qui se tenait seule sur un porche, frissonnant dans le noir. Alors que la salle d'audience se vidait, j'ai vu mes parents debout ensemble, l'air plus petits que je ne les avais jamais vus. Pour la première fois, j'ai réalisé que l'âge les avait rattrapés. Les lignes sur leur visage étaient plus profondes, leur posture plus faible, leur certitude ébranlée. Une partie de moi voulait passer devant eux sans un mot. Mais une autre partie, la partie que grand-mère avait élevée, m'a arrêté. Mon père a levé les yeux, l'air fatigué. Nous n'aurions jamais dû, a-t-il murmuré. Ma mère a dégluti difficilement. Nous ne savions pas que tu deviendrais ça. J'ai soutenu leur regard uniformément. Vous auriez pu le savoir, ai-je dit doucement, si vous étiez resté. Ni l'un ni l'autre n'a répondu. Ils ont détourné le regard, non par orgueil, mais par honte. Pour la première fois de ma vie, je les ai vus non pas comme les monstres de mon passé, mais comme deux personnes profondément imparfaites, profondément humaines, qui avaient fait de terribles choix et en payaient maintenant le prix émotionnel. Une fois la salle d'audience vide, je me suis assise seule sur l'un des bancs, laissant le silence s'installer. Mes mains reposaient sur mes genoux, immobiles et fermes, mais mon esprit se déplaçait comme une rivière lente, stable, mais transportant tant de choses sous la surface. Gagner aurait dû être un triomphe. Il aurait dû y avoir une explosion de justification, une ruée écrasante de satisfaction. Au lieu de cela, tout ce que je ressentais était un vide. Pas brisé, pas victorieux, juste vide, comme si trop de morceaux de mon passé avaient été remués en même temps, et que la poussière ne s'était pas encore déposée. Rachel a rangé ses dossiers et a posé une main douce sur mon épaule. Tu as géré cette journée avec plus de grâce que la plupart des gens ne le pourraient jamais. Merci, ai-je murmuré. Tu veux que je te raccompagne? Ça ira. J'ai juste besoin d'une minute. Elle hocha la tête, me serra le bras et me laissa dans le calme. Ce n'était pas la victoire qui me pesait. C'était la vue des visages de mes parents. Le choc d'abord, puis la peur, puis la honte. Je ne voulais pas les plaindre, mais une partie de moi ne pouvait s'en empêcher. Ils avaient passé tant d'années à s'accrocher à la fierté qu'ils n'avaient plus rien à retenir une fois qu'elle s'était brisée. Le huissier s'approcha doucement. Madame la juge, le bâtiment ferme bientôt. Les vieilles habitudes me firent me redresser, bien sûr. Merci. Techniquement, je n'étais pas sur le banc aujourd'hui, mais être appelé juge me ramenait toujours à cette posture familière de responsabilité.
J'ai ramassé mon manteau et ma mallette et me suis dirigé vers l'escalier arrière, la sortie plus discrète. En descendant, j'ai entendu des pas derrière moi. Attends. Je me suis retourné. Mon père. Il paraissait plus petit, non pas physiquement, mais en esprit, comme un homme qui avait enfin été contraint de regarder la vie qu'il avait construite, et l'avait trouvée insuffisante. Ma mère se tenait quelques pas derrière lui, serrant à nouveau son sac à main, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je n'ai pas bougé vers eux, mais je ne me suis pas éloigné non plus. Mon père s'est raclé la gorge. Nous ne savions pas que vous étiez devenu juge, ai-je terminé. Il hocha la tête, honteux. Oui. Ma mère retint ses larmes. Nous ne savions rien de votre vie. Qui a choisi ça, ai-je demandé doucement. Ni l'un ni l'autre n'a répondu. Mon père a déplacé son poids. Nous avions tort sur tout. Nous le savons maintenant. Ma mère déglutit difficilement. Nous ne pouvons pas changer ce que nous avons fait, mais nous ne nous attendions pas à ce que ça se passe comme ça. Vous vous attendiez à gagner, ai-je dit. Elle hésita, puis admit doucement. Oui. Il y avait quelque chose de brut, presque douloureux à entendre la vérité prononcée simplement. Je n'ai pas entendu d'excuses, de justifications ou de tentatives de réécrire le passé. Pour la première fois, il ne se défendait pas. Il se faisait face. Nous ne demandons plus d'argent, a dit mon père. Nous savons que nous avons perdu. Ce n'est pas ce qui compte, ai-je répondu. Il fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce qui compte? Je pris une lente inspiration. Le fait que vous ne soyez revenu que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner. Leurs expressions se durcirent, non de colère, mais de regret. La voix de ma mère se brisa. Nous étions des lâches. Mon père hocha la tête. Nous avions honte, et les gens honteux prennent des décisions stupides. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. L'air entre nous était lourd du poids de 2 décennies de silence. Finalement, je dis doucement, j'avais besoin de vous quand j'étais enfant. Pas maintenant. Ma mère couvrit sa bouche, étouffant un sanglot. Mon père cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se calmer. Nous le savons et nous le porterons. Je les ai regardés, vraiment regardés. Ils n'étaient plus jeunes. Leurs épaules étaient courbées par l'âge, leurs cheveux grisonnaient, leurs yeux plus ternes que ceux dont je me souvenais. La vie avait gravé ses rides sur eux, tout comme elle avait gravé les miennes. Mais j'avais quelqu'un d'autre qui m'attendait, quelqu'un qui comptait. Jacob. Il serait bientôt à la maison, probablement en train de faire les 100 pas dans la cuisine, impatient d'entendre comment la journée s'était passée. Il méritait ma présence bien plus que ces 2 fantômes de mon passé. Je dois y aller, ai-je dit doucement. Mon père s'est écarté. Ma mère s'est essuyé les yeux et a murmuré, nous sommes désolés. Vraiment. J'ai hoché la tête une fois. Pas de pardon, pas de rejet, juste une reconnaissance. Prenez soin de vous, ai-je dit. Puis je suis passé devant eux. Se racle la gorge, Jacob était à la table de la cuisine, tapotant nerveusement ses doigts quand je suis entré. Tu es rentré, a-t-il dit en se levant d'un bond. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné? Est-ce qu'il? On a gagné, ai-je dit doucement. Le soulagement a inondé son visage. Bien. Il méritait, j'ai levé la main. Ce sont toujours tes grands-parents. Il a hésité. Vraiment? Ils n'ont jamais agi comme tel. Je me suis assise à table, lui faisant signe de me rejoindre. Les gens font des erreurs, Jacob. De grandes erreurs. Et parfois ils ne réalisent les dégâts que lorsqu'il est trop tard. Il a froncé les sourcils, les bras croisés. Alors quoi maintenant? Maintenant? Une question si simple pour quelque chose de si compliqué. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais nous n'allons pas laisser la colère définir cette famille, pas la nôtre. Il s'est adouci. Grand-mère aurait dit ça. J'ai souri. Elle l'aurait dit. Nous sommes restés assis là un moment, le poids de la journée s'installant autour de nous. La maison semblait différente ce soir-là, non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que les fantômes de mon passé étaient enfin sortis de l'ombre, et j'ai réalisé qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Plus tard cette nuit-là, après que Jacob soit allé se coucher, je suis sorti sur le porche.
Renifle, il faisait frais et calme, le genre de silence qui vous enveloppe comme une courte pointe. J'ai levé les yeux vers le ciel, sombre, parsemé d'étoiles que grand-mère aurait appelées les taches de rousseur de Dieu. J'espère que je t'ai rendu fier, ai-je murmuré. Le vent a fait bruisser les feuilles du vieil érable, presque comme une réponse. Grand-mère m'avait tout donné, l'amour, la stabilité, la force. Mais le plus grand cadeau qu'elle m'ait laissé n'était pas l'argent. C'était la capacité de rester fermement ancré dans la personne que j'étais devenue. Pas la fille que mes parents avaient abandonnée. Pas l'erreur qu'ils pensaient que j'étais. Mais une femme avec une carrière, un fils, une maison, un avenir, et un cœur qui avait encore de la place pour la miséricorde. Gagner aujourd'hui n'a pas apporté de joie, mais cela a apporté la vérité. Et parfois, la vérité est le premier pas vers la guérison. Dans les semaines qui ont suivi le procès, la vie s'est installée dans quelque chose de plus calme, de plus serein, presque comme une longue inspiration après des années à retenir mon souffle. Mais la guérison arrive rarement d'un coup. Elle vient par petites vagues. Elle arrive à des moments inattendus. Et parfois à des moments où l'on résiste. Quelques jours après le verdict, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un SMS, une vraie lettre écrite de la main de ma mère, la même écriture qu'elle utilisait pour écrire mon nom sur les autorisations scolaires quand j'étais petite. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Jacob était assis au comptoir, croquant des céréales, me regardant avec curiosité. « Tu vas bien ?»« Oui, » ai-je dit, bien que ma voix fût plus douce que prévu. « Je ne suis juste pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. » Il pencha la tête. « Tu veux que j'y aille ?»« Non, » ai-je dit, reste. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si le papier lui-même risquait de se déchirer si je me dépêchais. À l'intérieur se trouvait une seule page. Pas d'exigence, pas d'excuses, pas d'accusation. Juste une lettre qui disait ceci: nous avions tort. Nous ne savions pas comment être des parents. Nous étions plus préoccupés par la fierté que par toi. Nous ne pouvons pas revenir sur ce que nous avons fait. Nous savons que tu ne nous dois rien. Mais si jamais tu souhaites parler, nous sommes là, maman et papa. Mes mains tremblèrent légèrement en pliant la note. Jacob se pencha en avant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne suis pas encore sûr, dis-je honnêtement. Il hocha la tête de cette manière pensive qu'il avait développée au fil des ans. Une vieille âme dans le corps d'un jeune homme. Quoi que tu décides, c'est ton choix, pas le leur. Il avait raison. Pour la première fois de ma vie, le choix était le mien seul. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour respirer, du temps pour laisser le passé coexister avec le présent sans le laisser me submerger. J'ai passé plus de soirées sur le porche, le même endroit où grand-mère et moi parlions autrefois de la vie, sous la douce lueur des lampes de porche. Une nuit, alors que je me balançais doucement, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ce que grand-mère aurait pu dire si elle était à côté de moi. Tu n'as pas à aller ailleurs pour te protéger. Ou peut-être que le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie juste que tu ne le laisses pas t'empoisonner. Elle avait toujours eu le don de simplifier les choses qui me faisaient peur. Jacob m'a rejointe sur le porche, une couverture autour des épaules. Tu penses à elle ? Je pense toujours à elle, ai-je dit. Il hocha la tête. Sa bouche plissée et souriante me manque. Moi aussi. Nous nous sommes assis ensemble, écoutant le lointain aboiement du chien d'un voisin, le doux chant des grillons du soir. La vie avait continué autour de nous, mais le chagrin avait son propre rythme lent. Après un long silence, Jacob a dit « Vas-tu les rencontrer ?» J'ai soupiré doucement. Peut-être pas pour tout arranger, juste pour l'admettre. Si tu y vas, j'irai avec toi. J'ai souri. Merci. Il haussa les épaules. Nous sommes une équipe. Et nous l'étions. Quelques jours plus tard, j'ai pris ma décision. Je ne voulais pas que l'amertume soit le dernier chapitre de notre histoire. Pas la leur, pas la mienne, et pas celle de Jacob. Le passé ne disparaîtrait jamais, mais peut-être, juste peut-être, n'avait-il pas à posséder l'avenir. Alors, j'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro inscrit au bas de la lettre de ma mère. Ça a sonné 2 fois, puis 3. Finalement, sa voix, hésitante, petite, rien à voir avec la femme qui m'avait un jour jeté de sa cuisine. Allô ?
Salut, ai-je dit doucement. C'est moi. Il y eut une inspiration sifflante de l'autre côté. Oh, oh, ma chérie. Ce mot m'a frappé comme une bourrasque inattendue. Non pas parce que je le croyais, mais parce que j'ai réalisé depuis combien de temps je vivais sans l'entendre. Je suis prête à me rencontrer, ai-je dit, en public, quelque part neutre. Oui, oui, bien sûr. N'importe où, n'importe quand. Nous avons choisi un petit restaurant juste à l'extérieur de la ville, le genre avec des banquettes en vinyle et des tartes exposées derrière une vitrine, un endroit sans histoire. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis, tous deux l'air nerveux, les mains jointes sur la table comme des écoliers attendant le verdict du directeur. Je me suis glissé dans la banquette en face d'eux. Personne n'a parlé au début. Mon père s'est raclé la gorge. Merci d'être venu. Ma mère a tendu la main vers son verre d'eau comme si elle se préparait. Nous pensions que tu ne viendrais pas. J'ai failli ne pas venir, ai-je dit honnêtement. Mais éviter les choses ne fait que leur donner plus de pouvoir. Ils ont échangé un regard non pas de manipulation, mais de quelque chose de plus proche de l'humilité. Ma mère a parlé la première. Nous avons été de terribles parents. Mon père a hoché la tête, pire que terrible. Un étrange mélange de douleur et de soulagement m'a envahi. Les aveux de culpabilité effacent rarement les blessures, mais ils peuvent desserrer leur emprise. Ce que vous avez fait, ai-je dit, a lentement façonné toute ma vie. Chaque décision que j'ai prise, chaque peur que j'ai portée, chaque pas que j'ai fait est venu de ce qui s'est passé quand j'avais 16 ans. Ils ont tous deux baissé les yeux. Mais j'ai continué, cela m'a aussi poussé à devenir quelqu'un de plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. La voix de ma mère trembla. Nous n'attendons pas de pardon. Je ne l'offre pas, répondis-je doucement. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je suis prête à commencer par l'honnêteté. Ils hochèrent la tête. Pas de résistance, pas de défensive, juste une acceptation. Calme et attendue depuis trop longtemps. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Pas d'argent, pas du procès, mais de choses simples. La vie, le vieillissement, les regrets, Jacob, même de petits souvenirs d'avant que tout ne s'effondre. Au moment où nous sommes partis, nous n'étions pas guéris. Nous n'étions pas de nouveau une famille. Mais nous n'étions plus des étrangers brandissant des couteaux faits de vieilles douleurs. Et cela suffisait. Ce soir-là, je me suis rendu au cimetière. Le soleil se couchait, projetant une lumière couleur pêche sur les rangées de pierres tombales. J'ai porté des fleurs fraîches et les ai déposées délicatement près de la tombe de grand-mère. J'ai fait de mon mieux, ai-je murmuré, non seulement au tribunal, mais aussi après. Une brise a fait bruisser les arbres. Quelque part à proximité, un oiseau a gazouillé 2 fois, comme un petit écho de son approbation. J'espère que je vous ai rendu fier. J'ai fermé les yeux, laissant le silence s'installer. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids du passé se lever, pas disparu, mais plus léger. Et en retournant à la voiture, j'ai senti quelque chose de chaud s'installer dans ma poitrine. Pas de triomphe, pas de vengeance, juste la paix. La vie ne m'a pas donné l'avenir que je voulais. Mais j'en ai construit un autre. Un avenir façonné par la lutte, façonné par l'amour, façonné par la femme qui est intervenue quand les autres se sont retirés. Et s'il y a quelque chose que je veux que les gens retiennent de mon histoire, c'est ceci. Nous ne choisissons pas la famille dans laquelle nous naissons, mais nous pouvons choisir la famille que nous devenons. Si mon histoire vous a touché, même un peu, j'espère que vous la partagerez, ou laisserez une pensée, ou simplement tiendrez quelqu'un un peu plus près aujourd'hui, parce que vous ne savez jamais qui mène une bataille que vous ne pouvez pas voir. Merci d'avoir écouté.